Bonjour à tous. Alors moi c'est Félana, je vais vous parler dans les 20 prochaines minutes de Linux et de souveraineté numérique en passant par un parcours personnel à l'enjeu collectif. Donc avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous parler de moi, pourquoi je suis ici, comment je suis arrivée à cet endroit-là précisément. Il y a un petit peu plus de 6 mois, je connaissais Linux, j'en entendais parler, mais pas tant que ça. Donc je ne connaissais pas grand-chose, mais il y a un peu plus de 6 mois, je suis rentrée dedans avec un peu plus de profondeur. Mais avant ça, je n'étais pas du tout dans le domaine Linux, à vrai dire. Donc je me dis, allez, on rentre, on saute et on verra au fond. Donc je vais vous parler de mon parcours, d'où je viens. C'est un parcours un peu, pas chaotique, mais avec des cailloux, des montagnes, des trous, des plats et tout ça. Je suis arrivée en France en 2007 pour aller découvrir le monde dans l'objectif d'essayer de vivre ou de réaliser un peu mon rêve de petite fille. Quand je regardais la télé, je voyais des ordinateurs, je voyais des avions. Voilà, donc je suis arrivée en 2007 par un parcours personnel, par choix aussi un petit peu. Et à ce moment-là, quand je suis arrivée, bon, le contraste était très grand. Ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais je savais quand même que ça allait être très, très, très différent de ce que je connaissais jusqu'ici. Je suis arrivée de Madagascar pour situer. Donc, quand je suis arrivée, comme tout le monde qui arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, on va commencer par chercher un petit boulot pour payer les factures, hein, bien évidemment. Donc, j'ai fait plusieurs petits boulots en passant par la caisse et tout ça. Et à un moment de ma vie, j'ai eu l'opportunité et la chance de vivre le congé parental. Pourquoi je dis c'est une opportunité? Parce que c'était ma bulle. J'en ai fait ma bulle personnelle, une bulle de réflexion, d'introspection profonde, parce que j'avais le temps, bien sûr. Et donc j'en ai profité. Et à l'issue de ce congé parental, j'ai eu le déclic et j'ai décidé de me reconvertir dans le web. Donc je suis devenue développeuse web par une formation courte, comme on appelle bootcamp aujourd'hui, qui a duré 6 mois. Sauf qu'au bout des 6 mois, je n'étais pas contente, ça ne m'a pas suffi, je me suis dit non, je ne suis pas prête, donc je me suis donné 1 an de plus pour bien m'immerger dans le domaine. Et donc, j'ai intégré un premier poste dans une ESN en tant que développeuse full stack. J'ai intégré une première mission où j'ai appris un peu beaucoup sur le tas des outils, comment ça fonctionne une entreprise, comment fonctionne l'environnement de dev dans le concret. Et au bout de à peu près 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu l'opportunité de retourner sur les bancs de l'école. Et donc, j'ai recommencé une formation pour acquérir un petit peu plus de bouteilles, un peu plus de compétences, qui était censée durer 6 mois encore. Mais comme d'habitude, hein, je ne change pas. Je me suis donné encore plusieurs mois supplémentaires. Et au moment où cette formation, où je me sentais enfin prête suite à cette formation, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un poste pour devenir support Linux de niveau 2. Je l'ai saisi, bien évidemment. Je me suis dit, pourquoi pas? Allons-y, parce que de toute façon, la fin de la formation que j'avais faite arrivait au même moment où le marché de dev était saturé. C'est arrivé à saturation. On le connaît tous, hein, aujourd'hui, on est considéré comme junior quand même si on a 2 ans d'expérience. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu as une occasion, une opportunité, vas-y, fonce, tu verras après. Donc, j'ai rebondi sur la situation, j'ai rebondi par rapport à la situation actuelle. J'ai intégré ce poste. Donc, quand je suis arrivée à ce poste-là, j'ai découvert un monde différent. Je ne dirais pas que c'est nouveau, mais un monde complètement différent. J'ai découvert l'open source, j'ai découvert plusieurs outils qu'on utilise en tant que dev
dans la vie de tous les jours, mais qu'on utilise aussi dans la vie du quotidien. Je suppose que vous connaissez tous Git dans cette salle. Bon. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Linux, c'était créé par Linus Torvalds. Et donc, ce monsieur, pour développer le kernel Linux, il avait besoin d'un outil pour le développer. Et à l'époque, il a utilisé la licence BitKeeper. Sauf que, en 2005, BitKeeper décide de révoquer la licence de Linus Torvalds parce qu'il voulait que ce soit payant. Linus, il dit, OK, il n'y a pas de problème, je vais créer mon propre outil. Et donc, il a créé Git en 2005. Il a créé Git en quelques semaines. Donc, quand on dépend de certains outils propriétaires, ben, la seule solution, c'est de construire nos propres outils. Voilà, parce qu'on veut s'émanciper, on veut être indépendant. Aujourd'hui, Git est utilisé pour GitHub, GitLab, dans Bitbucket. Tout repose sur Git. Finalement, cette révocation de licence, ben, ça a créé un outil qu'on utilise encore aujourd'hui et qu'on va encore utiliser, bien évidemment. Docker, vous connaissez tous Docker, hein, en outil de containerisation. Sachez que Docker, le runner de Docker par défaut, c'est sous Linux. Il y en a qui ne connaissent pas. Moi, je ne connaissais pas en tout cas. Mais bon, je me contentais de copier une image Docker vite fait quand j'en avais besoin et je vois le nom Ubuntu. Je me dis, bon, OK. Et là, à ce poste-là, ben, je comprends un peu mieux. Comment le runner de Docker est par défaut sous Linux? On va voir les namespaces. Les namespaces, c'est ce qui permet l'isolation des conteneurs. On a aussi les cgroups. Ce sont des commandes natives à Linux. Le cgroups, c'est ce qui permet aussi de gérer les ressources, les CPU, les mémoires dans un container. Donc, ces deux commandes-là, un exemple concret, ce sont des commandes natives à Linux. C'est un kernel partagé. Donc, là, concrètement, on est d'accord que sans le kernel Linux, on n'a pas de conteneur Docker. On parle beaucoup de CI/CD. Et CI/CD, à proprement parler, concrètement, ça tourne aussi sur Linux. Parce que quand on va automatiser avec un CI/CD, les Git, quand on va pousser du code, ça va être automatisé quand le CI/CD est mis en place. Git, c'est sous Linux. Quand on build du code sur Docker, on est d'accord, c'est sur Linux. Les tests, les déploiements sur le cloud, à savoir, la plupart des serveurs tournent sous Linux. Les serveurs cloud dans le monde entier. Donc, les outils CI/CD tournent sur Linux. Chaque étape de pipeline s'exécute sur Linux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'étais amenée, quand j'ai découvert à mon poste, que, en fait, Linux, c'est un socle commun à toute structure. Enfin, du moins, la majorité des structures aujourd'hui. Dans mon entreprise, on utilise énormément d'outils. Ce sont des outils que j'ai découverts il n'y a pas plus de 6 mois. On va utiliser des machines virtuelles. J'ai un ordinateur professionnel sous Windows, mais je travaille dans une machine virtuelle. Une machine virtuelle qui, en son sein, utilise l'OS Red Hat Enterprise de Linux. On utilise... alors, comment cette machine virtuelle est accessible sur un poste Windows? C'est en passant par l'hyperviseur Omnissa. J'ai découvert Mopa Externe. Mopa Externe, c'est un outil Windows. C'est un peu ma porte d'entrée quand je veux aider mes utilisateurs qui appellent. Quand je veux me connecter, parce que j'ai besoin de me connecter à leur machine. Donc, j'ai utilisé l'outil Mopa Externe. C'est un terminal qui permet de se connecter en SSH sur une machine, ou sur des machines, bien sûr. On utilise les Active Directory, qui sont des outils sous licence Microsoft. Dans mon entreprise, dans mon quotidien de support Linux, on va travailler énormément tout ce qui est gestion de compte,
gestion de droits d'utilisateurs sur des répertoires. On va aussi gérer les outils, les machines des utilisateurs. On va vérifier pas mal de choses sur leurs machines virtuelles parce que les utilisateurs, ils travaillent sur des systèmes parallèles. C'est-à-dire ils ont des machines Windows, mais ils ont aussi des machines Linux. Donc, ces machines-là aussi ont besoin de communiquer, c'est-à-dire ont besoin d'atteindre certains répertoires qui se trouvent sur des serveurs, qui sont aussi sur Linux. Active Directory, c'est un outil Microsoft. C'est là où c'est l'outil qui gère les comptes d'utilisateurs, les mots de passe, les droits. Est-ce que cet utilisateur-là a le droit d'accéder à tel ou tel fichier? Mais il ne parle pas le Linux. Donc Active Directory a besoin d'un traducteur qui est Centrify. Centrify est installé sur les machines des utilisateurs pour pouvoir faire le pont entre les outils Linux et l'AD. Vous connaissez un peu les AD, Active Directory. Donc, dans tout cet environnement-là, on navigue beaucoup dans Linux. Je vais vous parler d'un exemple, un cas concret qui est arrivé un matin. Des utilisateurs. J'arrive le matin, il y a des collègues qui sont déjà en alerte. Et ce jour-là, il y a plus d'une centaine d'utilisateurs qui appellent. On n'arrive plus à travailler. Ils étaient bloqués. Alors ce jour-là, leur home folder n'était pas monté sur les serveurs quand ils lançaient leur système. Je vais vous donner une petite analogie. C'est quand vous arrivez dans votre bureau. Sur votre bureau, vous n'avez plus accès à votre ordinateur, vous n'avez plus accès à vos dossiers, vous n'avez plus accès à vos fichiers ni vos répertoires. Donc ça représente exactement ce que veut dire un home folder qui n'est pas monté par le système à son lancement. C'est critique parce que les gens ne peuvent plus travailler. On a analysé la racine du problème. On est obligé d'aller chercher pourquoi ces home folders-là ne sont pas montés par le système. Les utilisateurs ne peuvent plus se connecter. Les projets n'arrivent plus à s'ouvrir. Même s'ils arrivent, il y en a qui arrivaient quand même à se connecter, mais les projets ne sont plus possibles à ouvrir. Donc, paralysie totale. Et même sur les environnements Windows. Parce que même s'ils sont sur un environnement Windows, les fichiers dont ils ont besoin sont stockés sur des serveurs Linux. Donc même s'ils sont sur Windows, ils n'avaient plus accès à leur répertoire. Ils n'avaient plus accès à leurs dossiers partagés qui contenaient les données de projet sur lesquels ils ont travaillé, qui étaient censés être accessibles tout le temps. Donc on a fait un diagnostic. Premier diagnostic, je vais vous faire un résumé, mais premier diagnostic qu'on va faire, c'est déjà de se connecter à leur machine virtuelle avec le SSH, ce qui permet de se connecter, de reconnaître et d'être reconnu par la machine avec notre clé SSH. On va se connecter en SSH sur la machine de l'utilisateur pour voir ce qui se passe. Et comme Linux fonctionne beaucoup en arborescence de fichiers, on va afficher cette arborescence-là pour voir quel répertoire n'est pas monté. La commande df-h permet d'afficher ça, mais permet aussi d'afficher l'espace disque. Donc chaque fichier, chaque répertoire monté, on va avoir avec cette commande-là aussi l'espace que ce répertoire-là occupe. Donc déjà, cette toute petite commande permet d'avoir énormément de détails. Et quand on est arrivé à cibler, repérer quel répertoire n'est pas monté, on va aller un peu plus loin. On va chercher les logs d'erreur, les logs de système. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a eu l'information de l'utilisateur, je n'arrive plus à me connecter depuis 8 heures ce matin. Donc, on est capable, avec la commande journal-ctl-xe, de cibler exactement ce qui s'est passé à cette heure précise-là. Ça nous permet de savoir, bon, tel fichier n'arrive pas à être monté. Un fichier, pour qu'il soit monté, il a besoin d'un filer qui est stocké et configuré sur un serveur Linux. Une fois qu'on a trouvé ça, on peut orienter ou pas l'analyse, la résolution du problème. Grosse question à ce moment-là pour moi, c'est là où j'ai ouvert les yeux. Ces utilisateurs-là n'étaient pas capables de faire cette démarche. Pourquoi est-ce que l'entreprise ou le client a externalisé
ces connaissances-là, peut-être par manque de compétences, par manque de formation, par manque d'argent, probablement. Il y a 10 000 raisons. Ceci dit, l'Europe s'est réveillée en 2025. On dépend totalement des GAFAM. Tension géopolitique entre les États-Unis et l'Europe, ça s'est accentué. Les données sont stockées en dehors de l'Europe. Donc, moi, je me suis dit, la souveraineté numérique, c'est un territoire à défendre. C'est un territoire à défendre parce que quand on voit l'affaire Thierry Breton, c'est le commissaire européen qui a été mis sous pression, qui a voulu réguler le numérique en Europe. Là, je me dis, il est temps d'agir, d'intervenir. En tant que professionnel de la tech, on a le devoir d'intervenir, même à notre petit niveau, on est capable d'intervenir, de faire des choses. Parce qu'on a quand même un gros paradoxe en France. Nos administrations dépensent des millions d'euros sous des licences propriétaires, mais on a une success story de la gendarmerie nationale qui a migré plus de 90 000 postes sous Linux. Ils maîtrisent leur système. Donc pourquoi pas étendre ça sur nos mairies, nos hôpitaux, nos ministères? Il y a quand même un petit réveil. L'action, elle est en route. Il y a une transition qui est amorcée vers Open Office déjà pour les administrations en France. Je propose 3 plans d'action. Nous, en tant que développeurs professionnels de la tech, on peut essayer d'installer une VM Linux, casser la peur, casser, recommencer. Pourquoi pas, même si vous êtes sous Windows, utiliser WSL. Les entreprises, former massivement vos administrateurs, vos salariés et les citoyens, soutenir publiquement le projet européen EUOS, signer des pétitions, exiger aussi de la transparence pour un code plus auditable. La souveraineté collective, elle commence par la compétence individuelle. On n'a pas besoin d'être expert, mais juste être un petit peu curieux, regarder sous le capot comment ça se passe. Kylian, l'Abexio, même moi, je ne suis pas experte, mais j'utilise l'Abexio pour m'améliorer tous les jours. C'est un petit lab où on a à notre disposition des petites VM. Et on peut jouer, on peut tester, on peut casser. On peut se former dessus également sur divers sujets, open source ou pas. Je vous invite vraiment à aller sur l'Abexio. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Non, c'est bon.